Et vous voyez, tous ces champs qui ont été identifiés, qui montrent que aborder la question de bioéthique, et je sais que Jean-François Delfraissy avait été beaucoup discuté dans une de ses interventions dans un journal, dans une interview, quand il disait qu'il n'était pas là pour dire qu'il était moral. Et en fin de compte, l'approche est beaucoup plus compliquée. Ça, c'est très simple de dire il y a une morale du bien et du mal. Enfin, c'est ce que tu disais dans cet entretien. Il y a une controverse avec une éminente philosophe qu'on a suivie avec beaucoup d'attention. Mais je trouve que même cette controverse était intéressante pour qu'on ait les uns et les autres la capacité de se situer. Donc merci à Jean-Louis Touraine de toutes ces approches. Alors, avant de donner la parole Juste sur ce point-là, parce que ça a tellement fait débat que... Et évidemment que je sais, je crois savoir, comme chacun d'entre nous, ce qui est à certains moments le bien, je sais pas, mais le mal, oui, bien sûr. C'est pas un grand-père comme moi qui, quand son petit-fils, on le suit, lui dit alors Daddy, tu sais pas ce que c'est que le mal? Bon, vous imaginez. Non, ce que j'avais voulu indiquer, je le pense alors là très fortement, et que ça plaise ou que ça ne plaise pas d'ailleurs, hein, c'est que le CCNE n'est pas l'instance suprême parmi les nuages pour indiquer la direction qui va vers le bien ou vers le mal. C'est évidemment ce que j'avais indiqué aux journalistes, hein, qui a transformé ça comme ça l'arrangeait. Donc et je maintiens la position, c'est-à-dire, et ça rejoint complètement ce que vient de dire Jean-Louis, qui est de dire, oui, c'est quelque chose qui est complexe, difficile, et de construction commune qu'on doit faire, et qui ne doit pas seulement être le domaine des experts et d'un comité d'experts qui indiquerait vers quelle direction aller. C'est surtout pas ça du tout qu'il faut faire. Voilà. Non mais je t'en prie, c'était bien de reprendre ce point-là après ce qu'a dit Jean-Louis. Avant de donner la parole à Hervé Schneewes, je sais que certains d'entre vous vont être encore déçus aujourd'hui. On a eu au cours des débats, non pas de ton intervention, mais au cours des débats qu'on a organisés, il y avait toujours un paradoxe. Les gens voulaient beaucoup intervenir et finalement on a restreint le temps d'intervention, entre guillemets, de ceux qui étaient taxés d'être des experts. Mais je trouve que c'est intéressant, ces approfondissements ce matin. Pour vous rassurer, je le notais tout de suite, nous avons d'autres rendez-vous qui vous permettront aussi d'aller plus loin. Et je vous donne déjà rendez-vous et ensuite j'introduirai Hervé Schneewes en lui donnant également un message d'information par rapport à ce que le comité d'éthique de l'INSERM va organiser en juin prochain, puisqu'on est partenaire. Il pourra dire un mot de cette réunion qui est aussi ouverte finalement au public. Mais sachez que le prochain rendez-vous, c'est vendredi prochain. Vous pouvez passer à la fois l'après-midi et la soirée avec l'espace éthique d'Île-de-France dans un lieu que beaucoup connaissent, c'est la mairie du 4e. Et quand on discutait avec Jean-François Delfraissy, qui est un soignant, un homme engagé avec des valeurs fortes, on s'est dit on ne peut pas oublier les vulnérabilités sociales. Et le CCNE va rendre en mai prochain, fin mai, un avis important sur le vieillissement, sur la vieillesse, où il traite notamment des EHPAD, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et on accueillera 2 collègues vendredi prochain après-midi de Jean-Louis Touraine, Monique Iborra et Caroline Fiat, qui ont rendu un rapport pour la Commission des affaires sociales. Donc ça sera un débat sur quel type d'innovation aujourd'hui proposer, puisque le rapport, c'est comment transformer, puis c'est un choix politique aussi du chef de l'État, puisque ça sera à l'agenda en mai prochain, que de dire comment reprendre effectivement pour une société du 21e siècle des EHPAD dites d'une démocratie. Donc ça sera la première partie, et la soirée sera consacrée à la génomique, avec 4 interventions importantes, et vous verrez que, à mon avis, tout révélé de l'humain, c'est une des thématiques qu'on va aborder. Tout ça pour dire que vous aurez un rendez-vous, vous pouvez déjà le noter, vendredi, vous ne pourrez pas regarder à la télé s'il y a un match, vous serez obligé d'être là avec nous. Et puis, en introduisant également le propos d'Hervé Schneewes, en le remerciant aussi, comme je le disais tout à l'heure, mais j'aurais pu le dire aussi à des gens de la salle, en le remerciant d'être qui il est, puisque ça fait des années qu'il est à nos côtés, qu'il nous titille parfois, qui nous critique souvent en disant aller plus loin. Je vais dire que vous aurez 3 colloques organisés au mois de juin au ministère de la Recherche, dont un colloque sur les neurosciences qu'on fait avec la Société française de neurosciences sur le rapport homme-machine, ça sera le 6 juin. Un colloque également, et ça rejoint ce que vient de dire Jean-Louis, sur l'éthique de la recherche par rapport à la bioéthique, qui aura lieu avec l'université Paris-Saclay le 12 juin. Tout ça, grâce à Sébastien Claes, vous aurez l'information rapidement. Tout ça pour dire que nous sommes en mouvement et que les États généraux, pour nous, ne s'arrêteront pas fin avril. Voilà. Je donne la parole donc à Hervé, qui peut donner peut-être une information déjà d'emblée sur les rencontres d'éthique organisées par l'INSERM. L'espace éthique, depuis des années, est partenaire de ces rencontres. Et lui dire aussi que dans la démarche du comité d'éthique de l'INSERM, ce qui me semble très intéressant, c'est qu'il ne rend pas des avis, mais il rend des notes.
Et depuis qu'on suit l'équipe, ces rencontres annuelles, ce qui est intéressant, c'est que les modes sont mises en critique, en discussion, et elles restent ouvertes, un petit peu comme ce devrait être le cas pour la bioéthique. C'est-à-dire, c'est l'état d'un questionnement à un moment donné, mais qui va s'enrichir à travers une maturation des uns et des autres. Voilà, je te donne la parole. Bon, ben, d'abord, en vous remerciant, en m'excusant de prendre la parole, puisque on aurait peut-être pu sauter cet exposé, mais en remerciant bien évidemment Jean-Louis Touraine et Emmanuel Hirsch de leur invitation. Alors, pour commencer, normalement, j'aurais dû, comme tout médecin, mettre ma déclaration de lien d'intérêt, qui peut, dans certains cas, devenir un conflit d'intérêts. Vous pouvez légitimement vous poser la question de pourquoi un directeur d'un centre de recherche en neurosciences, en l'occurrence à l'université Sorbonne Université, vient vous parler des relations qu'il y a entre science et politique. Donc, pour faire cette déclaration de lien d'intérêt, en fait, entre 2000 et 2002, j'ai été conseiller pour les questions de sciences de la vie et de bioéthique au cabinet du ministre de la Recherche, et j'ai pu, à cette occasion, expérimenter, je dirais, dans ma chaire, ce que donne un changement de majorité, puisque des lois qui ont été votées le 22 janvier 2002 dans cette Assemblée ont été radicalement transformées de fond en comble dans le texte adopté à l'été 2004, ce qui montre que les positions scientifiques, éthiques et ensuite les premiers textes législatifs peuvent largement dépendre de l'orientation politique de cette Chambre. Ensuite, j'ai eu l'honneur, avec Jean-Louis Touraine pendant très longtemps, de 2003-2016, d'être membre du conseil scientifique de l'Office parlementaire, donc de l'OPEXT, et de participer en particulier avec Alain Claes, Jean-Sébastien Vialat, à de nombreux comités d'expertise, rapports pour les différentes révisions de la loi, que ce soit celle de 2004, que ce soit celle de 2011, et un petit peu celle de 2013 pour la recherche sur l'embryon. Je suis président donc, du comité d'éthique de l'INSERM, donc ça c'est vraiment un comité d'éthique institutionnel, on pourra éventuellement en reparler, mais là où, en dehors de l'expérience au CCNE également, et puis l'honneur que m'a fait Jean-François d'être dans le comité de pilotage des États généraux de la bioéthique, et c'est du travail. Je suis aussi au comité international de bioéthique de l'UNESCO, et j'aurais peut-être des remarques à faire sur cette question du caractère international ou pas. Il y a beaucoup de divergences, vous avez raison Jean-Louis, mais il y a aussi des déclarations universelles, que ce soit la Déclaration universelle du génome et des droits de l'homme, Déclaration universelle sur la bioéthique, qui servent de base. Et je crois qu'il faut avoir une vision dynamique et positive de l'évolution de la bioéthique. Je crois qu'il y a quand même des principes qui se réfèrent aux droits de l'homme et qui se diffusent au fur et à mesure. Alors, pourquoi envisager la question de la science et de la politique aux racines de la bioéthique ? C'est Paul Ricoeur qui, dans un texte sur l'éthique de la recherche biomédicale, dit que dans les trois pôles de l'agir, il y a ma liberté, ta liberté et puis la règle. Et bien évidemment, le rôle du politique est d'essayer d'inscrire cette règle. Paul Ricoeur dit « À l'affirmation par soi de la liberté s'ajoute la volonté que la liberté de l'autre soit ». Donc une position inclusive, et s'il y a bien une dimension nécessaire de la science biomédicale, c'est l'élargissement de la liberté de l'autre. Et on voit immédiatement se définir deux tensions. L'un, une réflexion ouverte, l'autre, l'inscription d'une norme, ce qu'on va appeler la déontologie, mais ce n'est pas nouveau. Jérémy Bentham, qui était un philosophe anglais du XVIIIe siècle, a déjà codifié les principes éthiques qui amènent à la réflexion déontologique et un principe normatif. Et donc une réflexion ouverte qui doit s'articuler avec une dimension normative. Et pour être un peu provocateur avec ce que Jean-François et Jean-Louis ont dit, je ne crois pas que l'éthique, ce soit la discussion du bien et du mal. L'éthique, c'est l'identification de tensions dans une discussion du bien et du bien. Et la question est de savoir si, dans les deux plateaux de la balance, entre un bien et un autre bien,
quel est le choix que notre société, à un moment donné, en fonction d'un certain nombre de valeurs, on va y revenir, fait entre ces biens. Parce que quand c'est mal, de toute façon, on ne le fait pas, on doit l'interdire. Tout ça, ça s'inscrit dans une dimension qui est clairement la dimension de nos sociétés modernes et démocratiques. Jean-François a déjà cité rapidement Michel Foucault, je voudrais y revenir. Dans un des textes essentiels, Il faut défendre la société, Michel Foucault dit « Une des plus massives transformations du droit politique au XIXe siècle a consisté à compléter ce vieux droit de souveraineté, faire mourir ou laisser vivre, par un autre droit nouveau qui ne va pas effacer le premier, mais qui va le pénétrer, le traverser, le modifier, qui va être un droit, ou plutôt un pouvoir, ça va être le biopouvoir, inverse. Pouvoir faire vivre, c'est toutes les questions autour de la procréation médicalement assistée, et pouvoir de laisser mourir, c'est les discussions sur la fin de vie qu'évoquait Jean-Louis. Et en conséquence, une des choses aussi qui va venir inscrire des tensions entre le scientifique et le politique, et qui va être l'un des objets de la bioéthique, c'est qu'il apparaît des nouveaux procédés de pouvoir qui fonctionnent non pas au droit, mais à la technique, non pas à la loi, mais à la normalisation, non pas au châtiment, mais au contrôle. Et c'est le fameux biopouvoir qui est un échange que nous faisons pour avoir plus de vie, plus de qualité de vie, plus de santé, plus de bien-être. Nous échangeons contre un réseau de surveillance qui s'inscrit dans différents éléments qui peuvent aller depuis des vaccinations obligatoires jusqu'à aujourd'hui les questions qui doivent être discutées autour des données massives. En quoi nous avons cette tension entre le bénéfice que nous allons tirer de ces avancées biomédicales et les contraintes qu'elles imposent sur un certain nombre de valeurs fondamentales, justement des droits de l'homme, sur lesquelles nous allons revenir. Il y a un basculement qui s'inscrit immédiatement au moment où la médecine devient scientifique. Foucault dit dans La naissance de la clinique, à cette nouvelle structure est signalée par le changement infime et décisif qui a substitué à la question « Qu'avez-vous ?» par quoi s'inaugurait au XVIIIe siècle le dialogue du médecin et du malade, par cet autre où nous reconnaissons le jeu de la clinique et le principe de son discours, où avez-vous mal ? À travers le symptôme, à travers l'analyse du symptôme, à travers la démarche scientifique, on va commencer à explorer non seulement la maladie, mais l'homme en situation de maladie, puis l'homme en situation de santé. Et Foucault dira plus loin, elle enveloppera aussi une connaissance de l'homme en santé, c'est-à-dire à la fois une expérience de l'homme non malade et une définition de l'homme modèle. Dans la gestion de l'existence humaine, elle prend la posture normative qui ne l'autorise pas simplement à distribuer des conseils de vie, mais la fonde à régenter les rapports physiques et moraux de l'individu et de la société où il vit. Si ça, ce n'est pas l'articulation entre la science et la politique et la naissance de la bioéthique, voilà. Alors, au même moment, Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, dit « Le principe de moralité médicale et chirurgicale consiste donc à ne jamais pratiquer sur un homme une expérience qui ne pourrait que lui être nuisible à un degré quelconque, on est en 1863, bien que le résultat puisse intéresser beaucoup la science, c'est-à-dire la santé des autres. » Vous voyez cette tension entre le bénéfice possible pour la société, mais l'obligation morale, on ne parle pas encore d'éthique chez Claude Bernard, de ne pas nuire à l'individu. Et pourtant, quelques années plus tard, Jean-Louis disait quelques cas qui mériteraient un réexamen. Notre grand Louis Pasteur écrit à l'empereur Pedro II du Brésil, qui est l'un de ses sponsors pour l'Institut Pasteur en particulier, pour lui demander de mettre à sa disposition des condamnés à mort pour expérimenter le vaccin contre la rage ou les traitements expérimentaux contre le choléra. Pedro II enverra de l'argent pour l'Institut Pasteur, mais refusera bien sûr en disant que même le pire des condamnés a le droit à mourir dans la dignité. On a des gens qui sont formidables. On ne va pas prendre des prix Nobel vivants parce que je crains de savoir à qui Jean-Louis fait référence, et c'est effectivement une honte parce que
Mais on va prendre un prix Nobel qui est pour moi un exemple à la fois d'homme et de scientifique formidable. Charles Richet, prix Nobel 1913 pour sa découverte sur l'anaphylaxie, c'est l'immunité naturelle. Charles Richet, c'est un libre penseur, il est franc-maçon, il appartient au Grand Orient de France. C'est un Dreyfusard de la première heure. Dès le début, il prend parti pour le capitaine Dreyfus. C'est un pacifiste. Je vous rappelle qu'on est dans une période où toute la France est revancharde. Il faut se prendre sa revanche de 1871. Mais Charles Richet est aussi le fondateur de la Société française d'eugénisme. Et dans La sélection humaine, en 1913, il écrit « Après l'élimination des races inférieures, le premier pas dans la voie de la sélection, c'est l'élimination des anormaux. » Des anormaux. J'éviterai, par égard pour Jean-Louis, de mentionner Alexis Carrel, lyonnais et prix Nobel 1912. Voilà. Donc, être un grand scientifique, Alexis Carrel, c'est l'inventeur de toute la chirurgie cardiovasculaire. Son œuvre scientifique est énorme. Hélas, ce qu'il a fait par ailleurs est tout aussi dramatique. Donc, être un grand scientifique ne protège de rien. Jean-Louis a déjà dit que l'eugénisme avait fait des ravages dans les années 1920-1930. C'est des centaines de milliers de personnes qui ont été stérilisées, en particulier dans des asiles psychiatriques, en Scandinavie, Suède, Danemark, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans des pays démocratiques. Les trois grandes notions du Code de Nuremberg, de la Charte d'Helsinki, puis le rapport Belmont, je n'en parle que pour poser les bases sur lesquelles nous devons à chaque fois réfléchir en matière de bioéthique et cette articulation. La notion d'autonomie de la personne, qu'on connaît souvent sous le terme de consentement libre et éclairé, mais la valeur, c'est le respect du sujet et l'autonomie de la personne. Et on va voir toutes les tensions de cette autonomie de la personne. Par exemple, on a parlé de la génomique. Cette autonomie de la personne, elle peut amener à dire « je veux avoir des connaissances sur mon génome ». Aujourd'hui, la loi l'interdit. Et elle peut l'interdire pour de bonnes raisons, refus de stigmatiser certaines populations. Vous voyez la tension entre du bien et du bien. Deuxième élément, le rapport de bienfaisance. On ne doit jamais faire quelque chose qui n'ait pas été prouvé et démontré. Jean-Louis a rappelé que des méthodes avaient été mises en œuvre sans une expérimentation démontrant la bienfaisance du procédé et la minimisation des soins. La non-malfaisance, il ne faut pas faire de mal. Et puis le principe de justice, et ce principe de justice, il est toujours dans une tension entre l'individu et la société, entre être équitable et être juste. Donc on est sur des éléments que je vais, par exemple, vous montrer sur des avancées technologiques qui aujourd'hui vous paraissent une évidence, mais qui à l'époque ont été à la genèse de la bioéthique. On est au milieu des années 50, apparition des premiers appareils à dialyse, on est en Californie. Il y a très peu d'appareils, le temps de dialyse est très long. La question se pose immédiatement. Qui bénéficiera de ces appareils? Qui bénéficiera de quelques jours, quelques semaines, quelques mois de vie supplémentaire? Sur quels critères? Est-ce que ça sera des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, des femmes, des hommes? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le rapport Belmont a bien mis en évidence qu'à chaque fois qu'on a des scandales, en particulier des scandales sanitaires, Tuskegee, Willowbrook, c'est toujours sur des populations vulnérables, des pauvres, des noirs, des enfants retardés mentaux. Donc la question se pose, et ce n'est pas le médecin ni le scientifique qui peut répondre qui a le droit de vivre quelques jours de plus. Il va donc falloir faire appel à des comités, ça sera le début des comités de protection des personnes, pour débattre des critères qui permettront l'accès prioritaire, ça sera l'accès ensuite prioritaire au greffe. On est à Paris, à la Salpêtrière, excusez-moi, lien d'intérêt, je suis médecin à la Salpêtrière. Coulon, un réanimateur, Mollaret, un anatomopathologiste, vont définir les critères de la mort sur les critères de la mort cérébrale. C'est ce qui permet toutes les greffes. Donc, un des grands pans des lois de bioéthique, c'est toute atteinte à l'intégrité physique de la personne. Et donc, à partir de 1958, ça deviendra les critères de Harvard. La mort, c'est la mort cérébrale constatée
à 4 heures d'intervalle. Avancée énorme, par exemple la maladie de Parkinson, on découvre que ça procède de la dégénérescence de neurones qui produisent de la dopamine dans le cerveau. À partir de 69, on peut soigner des Parkinsoniens. À partir de 92, grâce à des implants cérébraux, il y a une révolution thérapeutique pour une petite population de Parkinsoniens, mais qui retrouve une qualité de vie. La question aujourd'hui, c'est la question de savoir dans quel contexte pathologique on utilise ces implants cérébraux, extension aux troubles obsessionnels compulsifs, extension à certaines pathologies psychiatriques, la tension avec l'autonomie de la personne, le choix libre et éclairé du sujet. La question aujourd'hui d'utiliser non plus en boucle fermée ces appareils, réglage une bonne fois pour toutes, mais non adapté à l'activité au quotidien du sujet, versus possibilité d'une adaptation grâce à des logiciels type apprentissage profond, intelligence artificielle, mais avec une boucle ouverte et collection des données par un certain nombre de sociétés qui, du coup, collectent des informations sur l'individu. Dans cette dimension de collection de l'information sur les individus, qui est propriétaire des données? Qui établit la traçabilité des données? D'une façon générale, on voit se développer aujourd'hui, je parle d'un domaine que je connais moins mal, les neurosciences, des technologies qui sont de plus en plus des technologies non invasives. Par exemple, on a développé pour la rééducation de nos malades après un accident vasculaire cérébral des techniques de neurofeedback grâce au contrôle des ondes EEG, donc la personne, au fur et à mesure, réapprend à utiliser son membre ou à compenser avec le membre encore valide. Mais ces techniques de neurofeedback sont devenues des techniques aujourd'hui utilisées pour de la relaxation, pour avoir un meilleur sommeil, voire maintenant pour des jeux vidéo. Les gens se mettent sur la tête ces casques qui envoient leurs données, soit au GAFA. On a discuté récemment dans un séminaire avec Facebook et Google qui, très ouvertement, nous disent « oui, nous, on collecte toutes ces données parce que de toute façon, on a des accords avec ces sociétés de jeux vidéo. Et puis, on peut voir comment on peut les combiner avec les autres données qu'on collecte. » Et les gens ont juste cliqué à un moment où ils ont voulu activer leur dispositif sur une petite boîte. « Êtes-vous d'accord qu'on utilise vos données à début de recherche ?» Clic, c'est fini, les données sont parties. Quelle preuve d'efficacité et de sécurité pour l'utilisateur ? Principe de bienfaisance. Quel consentement éclairé? À quoi consentons en cliquant sur Internet sur telle ou telle chose? Autonomie versus protection de la vie privée. Qui collecte les informations et comment sont-elles traitées, utilisées? Principe de non-malfaisance, traçabilité, garder le contrôle de ce qu'on transmet. Il y a une notion d'agentivité respectée ou non. Quelle transparence, quelle responsabilité, quelle intégrité, principe de justice. Et pour cela, quelle gouvernance pour ces nouvelles technologies et quelle éducation à la maîtrise de ces nouvelles technologies. Pour conclure, je vous citerai, il faut bien que j'utilise quand même un peu ce que le comité d'éthique de l'INSERM fait, et je vous renvoie à toutes nos notes qui, comme l'a dit Emmanuel, sont ouvertes et qui pourront être rediscutées dans notre journée du 13 juin qui portera sur l'éthique au temps de la médecine génomique. Donc 13 juin, vous allez sur le site du comité d'éthique de l'INSERM, vous faites éthique INSERM, vous trouverez sans problème sur votre moteur de recherche préféré. Pour les techniques de modification ciblée du génome, nous concluons notre note de 2015. On avait été parmi les premiers à ouvrir cette question. Nous souhaitons attirer l'attention sur la question plus philosophique qui met en tension la plasticité du vivant. Nous ne sommes pas notre génome, même si notre génome est nécessaire à ce que nous sommes, avec l'idée d'une nature humaine fondée sur le seul invariant biologique. Vous savez bien que deux jumeaux, même monozygotes, vous leur accordez 2 cartes d'identité et le droit de vote quand ils ont 18 ans, même s'ils sont la photocopie l'un de l'autre en termes de génome. Il convient de susciter une conscience qui fasse la part de l'utopie et des dystopies que peuvent engendrer certaines promesses thérapeutiques. En cela, le débat éthique en sciences du vivant participe de la nécessaire acculturation à nos disciplines et resitue la science au cœur de la culture
et de la société dans son ensemble. Dans ce contexte, il faut construire un processus de réflexion associant les scientifiques intéressés par les aspects sociétaux liés aux technologies de la génomique et les porteurs d'intérêt de la société civile. Nous l'avons fait à un niveau international, justement, et je vous renvoie à l'association ARIGE, avec 2 R. Il y a un site, arige.org, qui a été créé il y a quelques semaines à peine, et qui, à l'échelle internationale, plus de 35 pays étaient représentés lors du lancement. Nous en sommes déjà aujourd'hui au-delà de 40 pays représentés, va essayer de réfléchir et d'encadrer l'utilisation de ces modifications ciblées du génome, que ce soit chez l'humain, chez les animaux, que ce soit animaux de bétail ou animaux sauvages, et pour la flore avec l'impact sur les écosystèmes. Je vous remercie de votre écoute et